Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission du Salon de l'Habitat de Dijon sur le thème de l'immobilier. Souvent, c'est en couple que l'on souhaite devenir propriétaire. De plus en plus de couples en union libre souhaitent franchir le pas. Si les banques ne sont pas réticentes à l'octroi d'un prêt dans le cadre de cette situation conjugale, c'est sur le plan juridique que les choses se compliquent. Cette situation présente en effet des risques face aux aléas de la vie, la séparation, le décès. Il est de l'intérêt des acquéreurs d'aller voir leur notaire pour aller chercher une solution sur mesure. Deux notaires m'accompagnent aujourd'hui sur le plateau télé de Dijon Congrès Expo. Bonjour Maître Bruneteau. Bonjour Madame. Bonjour Maître Papot. Bonjour, Je vous laisse tout de suite la parole. Alors effectivement, on est amené à traiter différentes situations lors d'acquisition d'un bien par un couple qui, effectivement, comme disait Madame, de moins en moins soumis à une situation matrimoniale, c'est-à-dire de moins en moins souvent époux. Et généralement, la question se pose souvent au moment de la signature du compromis de vente, puisque eux-mêmes n'ont pas anticipé le sujet, et c'est tout notre rôle d'alerte pour les conseiller au mieux, de faire un point sur leur situation. Donc les deux situations courantes que nous rencontrons sont d'une part l'union libre, dans laquelle aucune situation contractuelle n'a été envisagée entre eux. Lorsqu'un couple se porte acquéreur en union libre, il se retrouve soumis à un régime qu'on appelle le régime de l'indivision, qui est prévu par le Code civil avec une suite de règles, mais dans lequel eux n'ont pas pu instaurer au préalable des règles qui pourraient correspondre à leur choix. À côté de ce régime existe également le régime du PACS, Pacte civil de solidarité. Le PACS connaît deux types de régimes, le régime de l'indivision ou le régime de la séparation des patrimoines. Légalement, à défaut de choix, les partenaires se trouvent soumis au régime de la séparation des patrimoines et on se rend compte que avec l'évolution du mode de vie des gens, c'est un régime qui correspond de plus en plus justement à leur situation. Il est quand même malgré tout toujours important de se poser la question des différentes situations et surtout de prendre l'attache de son notaire pour faire le point avant de faire son choix. Ensuite se posent d'autres questions, notamment sur le financement. Voilà, une fois qu'on a choisi sous quel régime on allait se porter, très souvent, en fait, le régime du PACS adopté, c'est le régime courant, qui est donc la séparation de patrimoine. Donc là, se pose la question, qui achète quoi? Dans quelle proportionnalité? Donc là, tout va dépendre des apports de chacun. Est-ce qu'il y a de l'apport ou pas? Le prêt, par principe, sera remboursé moitié-moitié. Donc chacun supportera la moitié. Et donc c'est par rapport aux apports, aux éventuels travaux également, tout ça peut se rajouter. On va tenir compte de l'ensemble de l'opération, du coût financier de cette opération, pour évaluer les apports et la quote-part de chacun. Une fois qu'on a fait cette évaluation-là, donc par l'intermédiaire de votre notaire, qui va fixer cette proportion va être indiquée dans l'acte de vente. Pas au moment du compromis, pas obligatoirement, mais au moment de l'acte de vente. Donc il est très important de bien communiquer à ce sujet pour que les choses correspondent à la réalité, pour éviter des problèmes par la suite. Une fois que ces proportions sont fixées, ils seront donc indiqués dans l'acte de vente et ça sera figé d'une manière définitive. Et je rebondis sur ce que dit Maître Bruneteau, puisque étant donné que ces proportions sont figées dans le temps, il est important de les avoir envisagées correctement dès le début, puisque le problème souvent qui se rencontre, c'est la séparation. Plutôt que les questions se posent au moment de la séparation, c'est pas un problème, c'est des choses qui arrivent. Et ces proportions, si elles n'ont pas bien été anticipées et bien prévues, risquent de générer des conflits à ce moment-là. Mais en dehors de la question de ces proportions, elles ont également une importance cruciale, également au moment du décès que va envisager Marie-Pauline Bruneteau. Donc en effet, ces proportions ont une importance, puisque à ce moment-là, le défunt transmettra la quote-part détenue sur le bien à ses héritiers. Quand vous êtes en union libre ou pacsé, vous n'êtes pas héritier de votre partenaire ou de votre concubin. D'où l'importance
de prévoir un testament. Donc, dès le départ, tout ça peut être abordé dès votre acquisition, dès votre volonté d'acheter ensemble. Sachez donc, vous n'êtes pas héritiers l'un de l'autre et on a un avantage quand même, à partir du moment où on envisage un testament, de pouvoir donc transmettre cette quote-part. Cette transmission peut se passer simplement sur de la jouissance ou directement sur de la pleine propriété, au choix du testateur. Si vous n'êtes pas pacsé, la fiscalité sera très lourde, puisque vous êtes considéré comme non-parent, et donc à partir de là, vous aurez une fiscalité qui va s'élever à 60%. Puisque quand vous êtes pacsé, vous allez avoir une fiscalité aujourd'hui, vous n'aurez pas de fiscalité. Puisque à l'heure actuelle, que vous soyez pacsé ou marié, nous n'avons pas de fiscalité en cas de décès pour le partenaire ni pour le conjoint survivant. D'où l'intérêt du PACS. Si vous n'êtes pas pacsé, vous aurez donc de la fiscalité. Et autre problème également qui peut surgir en cas de présence d'enfants. Quand vous avez des enfants, vos enfants sont, on appelle ça des héritiers réservataires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les déshériter complètement. Ils doivent récupérer une partie de votre patrimoine. Tout ça est soumis à un certain nombre de règles en fonction du nombre d'enfants, etc. Donc il est certain qu'en fonction de la valeur que vous souhaitez transmettre à votre partenaire, on peut se retrouver dans une situation un petit peu plus complexe où on ne pourra pas transmettre exactement ce que l'on souhaite par rapport à la résidence principale. Il est donc important, avant tout projet d'acquisition, de vous poser toutes ces questions-là. Comment on achète? Est-ce qu'on se paxe? Si on ne l'est pas, est-ce qu'on a un intérêt de le faire? Sous quel régime du PACS on se place? Quel est le souhait par rapport à ça? Les apports de chacun, voir aussi la globalité de cette opération, coût des travaux, frais d'acquisition, etc., pour bien pouvoir définir les quotes-parts de chacun. Et puis aussi, penser à éventuellement à un testament, si vous souhaitez que la quote-part qui vous appartient revienne à votre partenaire ou votre concubin. Voilà, je pense qu'on a fait un tour rapide, assez global, mais l'idée en fait, tout ça, c'est de parler à votre notaire de toutes ces petites questions qui se poseront à la suite et autant les anticiper pour éviter d'éventuels litiges postérieurs. Surtout qu'en parler, c'est quand même globalement se prémunir. Donc c'est important, effectivement. Voilà. Eh bien, Maître Brunotto, merci beaucoup. Merci, Maître Papot. Merci à la Chambre des notaires. Donc, pour résumer la situation, on peut dire mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, pour envisager une acquisition sans être marié, il faut aller voir son notaire préalablement. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.